heureuse, fière de pouvoir dire que ça y est, on inaugure notre permanence parlementaire. Cette permanence, elle n'est pas tombée du traîneau, parce qu'on ne se pas là sans l'engagement d'un certain nombre d'entre vous, de nombreuses personnes que je voudrais remercier. Il y a évidemment tous les militants des différentes forces politiques qui composent la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Sans leur soutien, le temps qu'ils ont passé pendant la campagne, on ne serait pas là aujourd'hui. Et je profite du coup de cette inauguration pour vous remercier encore une fois. Je remercie aussi tous ceux qui ont aidé à la mise en place de la permanence pour l'installation du mobilier, la mise en place de la communication et bien sûr ceux qui ont aidé à la préparation de cette inauguration parce qu'il y a eu des flyers qui ont été tractés, etc., des affiches collées, etc. Donc merci beaucoup. Merci à vous toutes et tous d'être venus aujourd'hui, citoyens, militants de partis ou de mouvements politiques, dirigeants d'associations, j'ai pu en rencontrer déjà, salariés, dirigeants de syndicats, voilà, retraités. Donc merci d'être là aujourd'hui. Merci aussi aux élus locaux qui ont fait le déplacement là ce matin. Il y a des maires, il y a des adjoints, des conseillers municipaux, des conseillers départementaux. Donc merci d'être là. Et parce que pour moi c'est important aussi parce que vous montrez l'intérêt que vous portez à l'activité parlementaire. Donc voilà, soyez assurés aussi qu'en retour de mon intérêt pour les activités que vous menez dans vos différents mandats. Donc, je suis très heureuse d'avoir pu emménager ici à Guipry-Messac. Je souhaitais une permanence qui soit centrale géographiquement, accessible, visible et située en milieu rural. Avec ce local, on coche toutes les cases. Donc, le maire de Guipry-Messac, Thierry Beaujoin, qui est là, ce matin, je vais vous laisser la parole aussi parce qu'on vous a demandé, pour vous, c'est quoi avoir une permanence parlementaire dans votre commune. Donc je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, on est content effectivement d'avoir à nouveau la permanence parlementaire à Guipry-Messac, puisqu'on l'avait avant à côté Messac, voilà, à côté de Guipry. Donc c'est vrai qu'il y a souvent eu des permanences parlementaires sur Guipry-Messac, étant centrale, c'est vrai. Vous avez eu du mal à trouver, c'est vrai qu'on a très peu de locaux à disposition, je veux dire, et très peu de bâtiments, vu la population qui nous sollicite sur le territoire. Voilà, donc on voit que souvent la population souvent nous demande la permanence du député, voilà, pour des sujets souvent qu'on ne peut pas traiter, nous, en mairie. Voilà. Après, des fois, ils pensent qu'en passant par les députés, ça va aller plus vite. Ça aussi, il faut le dire. Et puis, donc, c'est important, la relation, comme vous avez pu le dire, des élus pour remonter des sujets nationaux, voilà, les écoles, les problèmes énergétiques en ce moment, voilà. Donc, pour se faire écouter aussi localement, je crois que c'est très important d'avoir, aussi bien avec les sénateurs que les députés, des contacts. Parce que nous, les élus, on est en bas de la chaîne et on ne peut pas tout faire. Voilà. Donc, écoutez, moi, je suis content que ces locaux reprennent vie, parce qu'ils ont, je veux dire, on a de la chance de trouver ces locaux ici. Voilà. Donc, la prochaine fois, on se rencontrera en mairie. Voilà. Merci. Merci. Donc effectivement, plusieurs personnes nous ont demandé, mais c'est quoi une permanence parlementaire ? Donc pour répondre à cette question, je vais donner la parole à deux personnes que mon équipe a rencontrées ces dernières semaines. Donc afin de nous dire, pour eux, c'est quoi une permanence parlementaire ? À quoi s'attendaient-ils en venant ici ? Donc je laisse la parole à Emmanuel de Cacrès, président de l'association Accueillir au pays. Merci Mathieu Dignet, merci Clément Venet.
de donner à notre association Accueillir au pays l'occasion de faire entendre ce que nous attendons de votre permanence parlementaire. Parce qu'effectivement, nous vous attendons. Nous vous attendions. Nous avons besoin de faire entendre ce qu'est la situation des exilés. Accueillir au pays, c'est une association qui accompagne les exilés. Et faire entendre ce qu'une association comme la nôtre doit assumer. Parce que la collectivité publique ne prend pas toujours ses responsabilités. En tant qu'association qui accompagne des migrants, nous nous heurtons au fait que ces personnes exilées qui n'ont pas de papier, qui ont eu leur demande de statut de réfugié refusée, se retrouvent alors dans une grande précarité, sans abri, sans le droit de travailler, avec souvent de gros problèmes de santé. Bien souvent dans l'impossibilité de repartir malgré l'OQTF qu'elles ont sur le dos. L'OQTF, c'est l'obligation de quitter le territoire. Elles ne peuvent que compter sur le bon vouloir de personnes rencontrées, sur l'engagement d'associations solidaires, sur certains services de l'enfance, sur les écoles et sur quelques élus des municipalités engagées. Je pense à Foligné, le Sel de Bretagne, je ne citer qu'elle. Des maires, des conseillers, des députés, quelques députés. C'est très problématique que nous avons. C'est très problématique. Nous avons dans notre Constitution des principes d'accueil, d'hébergement, mais dans les faits, nous constatons que l'actualité des politiques du logement malmène bien souvent les principes d'inconditionnalité de l'accès à l'hébergement, par exemple. C'est un signe alarmant sur l'évolution de notre société. Notre association, pour tenter de pallier à la précarité, cherche à loger des familles, des personnes qui, parce que députées, n'ont plus aucun recours, se trouvent sans solution et n'ont de plus pas le droit de travailler. C'est à mon sens absurde que tout repose sur seulement de la solidarité. Ça veut dire qu'il y a là une démission de l'État. C'est bien pour cela que nous sommes ici. Nous attendons de vous une aide, une médiation, un appui que vous fassiez fonctionner vos réseaux pour nous aider, pour mettre en relation des chefs d'entreprise, des élus, des propriétaires de logements, et puis ces personnes exilées que nous accompagnons. Pourquoi accompagner des personnes déboutées du droit d'asile, c'est-à-dire des personnes qui sont irrégularisées par rapport à la loi française? Irrégularisées, c'est un néologisme, mais qui dit bien un choix délibéré de les mettre en situation d'irrégularité, de ne pas les accueillir. Elles sont irrégularisées de manière à légitimer le fait qu'on puisse les laisser tomber, ne pas s'en occuper, en fonction d'un refus de véritablement entendre et étudier ce qu'est pour une personne l'obligation de fuir ou de s'exiler de son propre pays, en fonction d'un refus d'organiser les conditions d'un véritable accueil. Nous essayons en tant qu'association de répondre aux questions cruciales qui nous sont posées par les situations de ces familles. Mais nous avons besoin de vous, nos élus, de vous, Mathilde Dignet. Nous avons besoin de vous, justement, pour faire entendre l'iniquité, l'absurdité, la honte de notre société à ne rien vouloir savoir sur la situation de l'exilé et de son accueil. Nous n'avons pas besoin seulement d'une oreille attentive, mais d'un relais, d'un soutien, de la parole de ces exilés, afin qu'elle puisse porter jusque dans l'hémicycle. Nous avons besoin qu'une parole forte soit portée auprès de l'Assemblée nationale sur ces questions, puisque nous sommes très inquiets sur les prochaines lois que le gouvernement veut vous faire voter. Voilà pourquoi nous sommes venus. Nous sommes tenus à être dans la solidarité. Nous attendons de faire passer notre action associative à une action collective de la société dans une responsabilité politique, publique, sur l'accueil de ces gens. Voilà, merci. Merci. Et pas chaud. Bonjour, nous présentons un collectif d'accueil en famille
personnes âgées handicapées. Enfin, nous sommes venus vous voir parce que vous nous avez accueillis, vous nous avez entendus avec bienveillance et l'accueillant familial. On est 24 heures sur 24 avec les personnes que nous accueillons. Une situation qui n'est pas toujours simple, mais que nous faisons avec notre cœur, parce que c'est un métier de cœur. Mais voilà, on n'a pas de vrai contrat, on n'a pas de vrai statut, on est sous-payé. Et ce qui est dommage, c'est que de cette façon, on ne recrute pas les gens, parce qu'il y a des gens qui auraient envie de le faire, mais du fait de ce statut, ne le font pas. Ils ne viennent pas, donc ne s'engagent pas. Donc, on a besoin de vous pour nous aider à avancer et être reconnus dans notre métier. Voilà. Merci. Moi non plus, j'avais pas trop l'habitude. Donc, et pour moi, c'est quoi une permanence parlementaire? Eh ben, c'est le lieu de travail de mon équipe, donc de Clément, qui est là, et Mariana, qui fait la vidéo là. Ah. Donc, eux sont des attachés parlementaires sur la circonscription et qui sont là au quotidien. Pour vous rencontrer quand je suis pas là, et ben, en fait, c'est à eux que vous avez affaire. Et après, eux, ils me retransmettent ce que vous avez raconté. En fait, moi, je serai à la permanence quand je ne serai pas, quand je serai pas dans l'Assemblée, donc plutôt en début et fin de semaine. Et pour moi, je veux que ce soit un lieu d'accueil, un lieu de rencontre, ouvert à tous. J'ai été élue avec l'étiquette NUP et je suis membre du groupe parlementaire LFI, Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Je suis avant tout une élue de la République et cette permanence, elle est ouverte à toutes et à tous, quelles que soient ses convictions politiques. Les rencontres qui s'y font sont importantes, car elles alimentent directement le travail parlementaire. Je pense à une éducatrice de jeunes enfants qui est venue nous rencontrer pour témoigner des difficultés dans les crèches. Et bien, son témoignage, il a été transmis à un député de mon groupe qui travaille notamment sur la petite enfance. Et ensuite, les amendements que nous rédigeons aux lois, eh bien, en fait, ces amendements sont issus de ces rencontres. Après 2 mois d'installation, c'est plus de 40 personnes qui ont été reçues à la permanence et une vingtaine de réunions. J'ai déjà dit à plusieurs reprises que ma priorité, c'était d'aller vers les gens. Et comme je n'oublie pas que la moitié des électeurs n'ont pas voté lors des élections, certains ont peut-être même voté plus par devoir que par conviction, eh bien, d'autres n'ont pas voté du tout, parce qu'il y a un manque de confiance dans leurs représentants politiques. Eh bien, j'ai envie de recréer le lien, j'ai envie que les gens s'intéressent à ce qui se passe à l'Assemblée, parce que tous les jours, on discute de sujets qui impactent nos vies, vos vies. Je vous ai parlé d'une permanence qui n'était pas tombée du traîneau. Eh bien, il y a quelques-uns qui ne nous font pas de cadeaux. C'est Emmanuel Macron et son gouvernement qui est dirigé par Elisabeth Borne. L'Assemblée, grâce à votre mobilisation cet été, est devenue un lieu central de la résistance du projet libéral de la minorité présidentielle. Leurs manœuvres pour empêcher nos propositions sont pitoyables. Peut-être vous l'avez vu lors de notre niche parlementaire la semaine dernière, il y a eu une obstruction forte qui nous a empêchés de débattre de la constitution d'un corps de fonctionnaires pour les AESH, par exemple. C'est aussi à l'Assemblée qu'on va bientôt décider à quel âge chacun aura le droit de partir en retraite. Je veux vous alerter sur la gravité de cette réforme, avec un départ qui va se généraliser entre 64 et 67 ans. C'est un vrai coup de poignard contre les gens comme vous et comme moi qui ont commencé à travailler jeunes. Donc nous ferons notre travail de résistance parlementaire,
mais il faudra aussi se mobiliser dans la rue pour venir à bout de ce projet. Enfin bon, assez parlé de ces pères fouettards du gouvernement. Il faut continuer notre travail d'écoute des citoyens. Pour aller vers les gens, j'ai décidé de mettre en place une permanence mobile. J'en ai parlé, j'en reparle. Donc si vous souhaitez me rencontrer, moi ou mon équipe, vous venez pas ici le vendredi après-midi ni le samedi matin. Parce qu'on sera pas là. On sera dans d'autres communes. Et donc moi je suis attachée aux communes rurales et on commence donc la semaine prochaine par Langon, Lalleux, Saint-Séglin et Saint-Urial. Donc le but c'est de faire le tour des 59 communes de la circonscription et on est bien parti parce que d'ici 2 semaines j'aurai eu l'occasion d'échanger et de visiter au moins la moitié des communes de la circonscription depuis le début du mandat. Donc ces permanences qu'on va mener aussi là, dans les communes de la circonscription, c'est aussi l'occasion d'échanger avec les élus locaux, avec les élus municipaux, notamment là en ce moment du problème de l'inflation sur les budgets municipaux. J'en profite pour vous donner 2 rendez-vous. Et ensuite, j'aurai bientôt fini mon speech. Parce que les prix augmentent, les salaires ne suivent pas, les prix des carburants et des énergies ne font que grimper. Dans nos territoires ruraux, on est les premiers touchés par l'inflation. Pendant ce temps-là, les dividendes, les super profits, ils augmentent aussi. On ne doit pas se résigner, il y a des solutions qui existent, à commencer par celles qu'on défend dans le programme de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Je vous invite donc à venir pour échanger sur toutes ces problématiques, à venir le 15 décembre à Guignin, donc pour échanger sur le thème de la vie chère dans nos campagnes. Vous y rencontrerez Mélanie Thomain, députée du Finistère, Jean-Claude Roux, député de Loire-Atlantique, et François Ruffin, député de la Somme. Donc notez, jeudi 15 décembre à 18h30 à Guignin. On pourrait dire aussi que le gouvernement utilise le 49.3 à tour de bras pour adopter des budgets d'austérité. Et c'est quoi le 49.3 ? C'est faire passer un texte en force sans se soucier. Cause toujours, tu m'intéresses, j'entends. Donc, donc voilà, on fait passer en force des textes sans se soucier des choix des électeurs lors des législatives. Donc en fait, nous, on dit que c'est un véritable déni de démocratie. Donc le 13 janvier, j'organise ma 2e assemblée de circonscription, cette fois à Saint-Just, et on y fera le retour sur la session parlementaire de cet automne. J'ai invité Frédéric Mathieu, qui est député de Rennes. C'est la une. Chaque fois que je confonds. Voilà, qui nous fera un petit peu un débrief de ce qui s'est passé cet automne, parce que vous le savez, je n'ai pas pu trop être présente. Voilà, donc on y parlera aussi de la réforme des retraites. Je vais terminer en remerciant Marc Martin, mon suppléant, qui justement pendant mon absence nécessaire ces dernières semaines, eh bien, c'est lui qui m'a représenté sur le territoire. Et en fait, je veux te remercier en public parce que être suppléant, c'est quand même pas un rôle facile. Surtout que tu as été élu en même temps que moi. Et pourtant, la loi, elle te reconnaît pas. Les protocoles, ils te laissent pas de place. Mais pourtant, tu es là. Alors, merci pour le temps que tu y passes. Et si tu souhaites prendre la parole, je peux te laisser le micro. Merci beaucoup. Merci Mathilde, et merci à tous. Et je tiens aussi à souligner, alors vraiment, c'est le boulot des attachés parlementaires. Moi, c'est un truc que je ne connaissais pas en fait. Je découvre la politique, j'écoute tout ça. Il y a un boulot de malade. Ils répondent à tous les mails, à tous les coups de téléphone. On a une inquiétude, direct ils y vont. Enfin, Mathilde, tu as su t'entourer. Le recrutement, c'est pas une mince affaire.
Se retrouver député comme ça du jour au lendemain et savoir recruter des gens en qui tu as confiance, qui ont confiance en toi et qui doivent vraiment pouvoir bosser, enfin, c'est impressionnant. Donc ça aussi, je trouve que c'est super important. Après, sur la reconnaissance du suppléant, les protocoles. Moi, je pense que les protocoles intéressent que les élus. Les gens se foutent complètement des protocoles, de savoir qui doit parler en premier, qui doit parler en dernier. Ils s'en foutent. Allez voir les gens. Moi, quand je vais voir les gens, quand je représente, hein, quand je représente Mathilde, je vais avec les gens, ils me disent « Ah, c'est vous le suppléant, mais vous prenez la parole ?» Ben non, j'ai pas le droit. Je suis suppléant. Je ne supplie rien. Je ne sers à rien. Une femme, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, n'a pas le droit d'avoir un enfant. Ne peut pas être remplacée si elle a un enfant. Combien de femmes n'osent pas se présenter à l'Assemblée nationale parce qu'elles sont jeunes et elles culpabilisent parce qu'elles vont avoir un gamin? C'est quoi ça? Elle a déposé une loi, Mathilde. C'est quoi? C'est quand même pas rien. C'est la reconnaissance du droit de la femme en 2022. 2022. Et ça va au-delà du droit de la femme, hein, parce que c'est aussi le congé paternité. Donc j'espère que la loi passera un jour. Elle va permettre le débat, j'y crois beaucoup. Ensuite, sur la réforme des retraites, pour moi, c'est la réforme des morts. On va nous tuer au boulot, on va nous faire crever au boulot. Et c'est aussi une lutte de classe. Parce que les ouvriers, c'est eux qui meurent le plus jeunes, c'est pas les cadres, c'est pas les patrons. Donc en fin de compte, on va financer leur retraite, on va crever au boulot. C'est ça qu'ils veulent aujourd'hui. 49.3, c'est quoi 49.3? 49, c'est la longueur du bâton. 3, c'est la longueur de la poignée qui tient le bâton. Voilà ce que c'est le 49.3. Donc on ne va pas se laisser faire, et on sera tous dans la rue dès le mois de janvier pour soutenir nos députés. Et Mathilde a fait un boulot remarquable. Elle y est à fond. Il a fallu lui dire de s'arrêter avant d'accoucher, pardon. Il a fallu lui dire d'arrêter. Arrête. Tout le monde lui disait d'arrêter. Et elle continuait, elle a été jusqu'au bout. Ensuite, quand elle a repris le boulot aussi, très vite. Et le boulot, c'est pas une masse à dire, c'est du boulot. Et c'est pas juste aller faire des petits apéros pour serrer la paluche des élus. C'est pas que ça, député. Député, il sert à légiférer. J'ai eu l'occasion, merci Mathilde d'ailleurs aussi, encore, de découvrir l'Assemblée et le Sénat. Je n'avais pas vu de voir ce que c'était, bon, je pense que certains peut-être d'entre vous l'ont déjà vu, d'autres non. Je vous conseille d'y aller. Pas tous les élus, mais beaucoup d'élus sont traités comme des petits princes. Voilà ce que j'ai remarqué là-bas. Au-delà des murs qui sont jolis, hein, voilà, c'est vrai que c'est joli, c'est beau. Et les gens à l'époque, comme disait Daniel Salmon, qui n'est pas là d'ailleurs, dommage, mais Daniel Salmon qui est sénateur ELV, qui nous a accueillis au Sénat. Il y a quelqu'un qui nous présente le Sénat en disant que, je crois que c'est Madame de Médicis, ça avait de super goût, regardez ce qu'elle a su faire. Sauf que Daniel Salmon a répliqué en disant que Madame Médicis avait les moyens d'avoir du goût. C'est pas elle qui a transpiré pour poser les pierres. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, donc on est en pleine lutte de classe. Aujourd'hui, on a une circo qui a été gagnée par Mathilde et tous ceux qui ont voté pour elle. Mathilde nous représente, mais c'est nous qui avons gagné. Donc voilà. Donc merci Mathilde à toi, et puis merci aussi à tous les parlementaires, et merci à tous. Il y aura des articles tout à l'heure. Merci Marc. Et non, je n'ai pas oublié une personne de mon équipe. Je vous invite à discuter avec Karine, qui est là, qui est mon attachée parlementaire à l'Assemblée. Donc c'est avec elle que je travaille sur tout ce qui est législatif. Allô? Voilà, donc elle est sur le stand de travail législatif. Donc vous y retrouverez notamment la proposition de loi constitutionnelle sur le remplacement des parlementaires en cas d'accueil d'un enfant que j'ai déposée en septembre et que j'ai pu rédiger, notamment grâce à Karine. Voilà ce que j'ai dit. Voilà, il y avait autre chose aussi que là, parce que là on a froid, voilà, le froid il commence à s'installer doucement, etc. J'avais pris position dès les premiers débats parlementaires sur les lois pouvoir d'achat, puis sur le PLF, le projet de loi de finances, sur le soutien des familles qui se chauffent au bois, parce qu'il y a une envolée spéculative des prix des granulés. Et avec mes collègues socialistes, on a pu arracher une aide, même si c'est pas suffisant, mais c'est toujours mieux que rien. Et voilà, donc Karine, elle pourra aussi vous expliquer toutes ces propositions-là. Donc,
J'en termine là. On va aller couper le ruban pour l'inauguration, pour inaugurer officiellement la permanence.